J'ai 17 ans, j'ai pas 18 ans. J'ai mon sac, j'ai quelques affaires à l'intérieur. Et je vais où en fait? Quand je suis dehors, je vais où? Je tourne à droite dans la rue ou je tourne à gauche? Bonjour, c'est Parcours, la parole aux invisibles. Vous avez sûrement déjà croisé Sorge Chalandon à la télé ou dans vos lectures. Cet écrivain récompensé, attachant et engagé, écrit aussi pour Le Canard enchaîné. Il n'est donc pas un invisible. Mais avant de cofonder Libération ou devenir écrivain, Sorge Chalandon a aussi connu la pauvreté. Il a accepté de vous en parler dans Parcours. On l'écoute. J'étais pas du tout destiné à me retrouver dans la rue à 17 ans, mais j'étais pas destiné non plus à avoir une enfance comme j'ai eu, c'est-à-dire une enfance d'abord sans amour du tout, sans amour, sans tendresse, mais aussi sans intelligence, sans culture, avec un père qui ne lisait pas, avec une mère qui tremblait. Et donc j'ai été élevé dans un environnement qui était un environnement non seulement malsain, très violent, mon père était d'une violence extrême, mais en plus un environnement qui ressemblait à un caveau. Ils aéraient extrêmement peu, les volets étaient fermés tout le temps. Et avec mon frère, on se réfugiait dans notre chambre. Notre chambre, c'était deux petits lits, côte à côte. C'était le lieu de notre, pas de notre liberté, parce que la porte malheureusement s'ouvrait à la volée. Mais c'était un endroit où on essayait de refaire le monde un tout petit peu à notre image. Par exemple, on mangeait tellement mal, tellement peu. Alors, je pense pas qu'ils étaient pauvres, mais je pense que le père mangeait la viande et les enfants mangeaient le bouillon parce que c'était des enfants, comme la mère d'ailleurs. Et avec mon frère, notre jeu, lorsqu'on était couchés, la nuit, on jouait à manger du poulet. Donc dans l'obscurité, on mangeait du poulet, on sentait la croûte qui croustillait sous nos dents, on sentait le jus du poulet, on sentait des choses que l'on n'avait pas, qui ne nous correspondaient pas, qu'on n'avait pas dans nos assiettes, évidemment, mais on jouait à ça. Donc il y a des enfants qui jouent au prince charmant ou à la princesse, et nous, on jouait à manger dans l'obscurité. Donc c'est nos lits, le lit de mon frère et mon lit, cette pièce fermée, était le seul lieu de notre... non pas de notre sécurité, parce qu'elle pouvait être violée à n'importe quel moment, mais en tout cas, était le lieu où on pouvait rêver d'un autre monde. J'ai un souvenir de faim qui date d'avant la rue même. Hein. Nous déjeunions à la cantine, mais il y a des fois où je ne savais pas pourquoi mon père ne voulait plus qu'on y aille, simplement parce qu'il ne la payait pas. Donc comme il ne la payait pas, ben, on se retrouvait privé ou interdit de cantine. Et le soir, on mangeait beaucoup de soupe. Des fois le dimanche, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, il y avait du poulet. Et là, c'était une sorte de fête immense. Et je faisais une chose que je fais encore, mais c'est bizarre. Mon frère aussi le faisait. On prenait un petit bout, pas de la soupe, mais on prenait un petit bout de tout. On prenait un petit bout de jaune d'œuf ou de blanc d'œuf si c'était à la coque. On prenait un petit bout de fromage ou on prenait un petit bout de jambon lorsqu'il y avait du jambon, un petit bout de pain. On le cachait dans notre serviette et le soir on le mangeait dans notre lit. On refaisait le repas dans le lit. Il était plus là, on pouvait manger tranquillement, mais des tout petits bouts, juste pour avoir le goût. Et c'était une sorte de petite revanche minuscule. On essayait de rire à voix basse, on écrivait des choses sur des petits morceaux de papier pour pas avoir à dire les choses tout haut et pour pas être entendu. Donc c'était comme ça que l'on faisait. Mais mon père disait, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. À ma mère aussi. Hein. Et donc nous étions chez lui et le seul endroit un tout petit peu où on était définitivement chez nous, un petit peu, je dis bien, c'était là. Il avait enlevé le loquet de la porte pour pas qu'on s'enferme à l'intérieur.
Et il avait fait attention à une chose aussi, c'est que il fallait pas qu'on ait de clé de l'appartement. Et donc chaque fois que ma mère et lui descendaient, ou même que lui descendait de l'appartement, il fallait qu'on attende dans la rue qu'il remonte. Et c'est pour ça que même enfant, même tout petit, j'avais la crainte déjà de me retrouver sans toit. Et tout petit déjà, je n'avais pas la sensation de ce que c'était d'avoir une clé, la clé de chez soi. Je l'ai eu extrêmement tard. Alors j'ai eu une fausse clé, mais ça, c'est parce que lorsque j'ai été dans la rue, j'ai appris les choses de la rue, et notamment ce qu'on m'avait appris, ce un vieux de la rue m'avait expliqué, c'est que il fallait toujours qu'on cherche, que je cherche, dans le caniveau, sur le trottoir, une clé, quelle qu'elle soit, un peu imposante quand même, et un anneau, pour mettre la clé dans l'anneau. Et avec cette clé autour du doigt, lorsqu'un contrôle de police arrivait sur le boulevard ou dans une rue, quand je faisais tourner ma clé autour du doigt, en sifflotant, j'avais l'air d'un gamin qui rentrait tranquillement à la maison. Donc ma première clé, en fait, a été une fausse clé. On n'avait pas le droit d'avoir des choses à nous, à part les affaires d'école. Les affaires d'école, c'était obligatoire, mon père ne pouvait pas s'y opposer, mais il s'opposait aux livres, par exemple. Moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir des livres d'enfants de l'époque, à la des bibliothèques vertes ou de la bibliothèque rose. Et même ça, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt. Tout ce qui venait de l'extérieur était condamnable, était mal, était le mal. Donc, bizarrement, quand j'en parle à mes filles maintenant, ça les fait sourire, mais j'allais en cachette lire à la bibliothèque municipale de Lyon, parce que les livres me manquaient. Donc, je n'avais pas mon coin bibliothèque, par exemple. Je n'avais pas de lieu pour me reposer. Je me souviens pas d'un canapé où je pouvais m'asseoir. Je me souviens pas de... Il y a rien à toi. Il y a rien qui n'existe. Il y a rien qui ne t'appartient. D'abord, ce qui était important, c'est qu'il y avait un drôle de rapport à l'argent chez nous, paradoxalement, parce que c'est ma mère qui travaillait. Lui n'a jamais rien fait. Donc lui ne ramenait pas d'argent à la maison. Elle a été au ministère de la reconstruction après la guerre, puis de la construction, puis de l'équipement et du logement. Et donc elle a toute sa vie, elle a tamponné des permis de construire, refusés ou pas refusés, toute sa vie, pendant plus de 40 ans. Et alors qu'elle n'a jamais eu de toit, ils n'ont jamais été propriétaires, ils ont toujours été locataires. Donc toute sa vie, elle a travaillé à donner un toit aux autres, elle qui n'en a jamais eu. Donc chaque fois qu'elle nous offrait quelque chose, elle avait l'impression, c'était extrêmement étrange, qu'elle volait son argent à lui et que cet argent aurait mieux été employé à acheter des pommes de terre, à faire les courses, etc. C'est-à-dire que avec mon frère, on a des souvenirs très précis de nous-mêmes, enfin elle et nous, qui découpions dans du carton des semelles pour pas que nos chaussures prennent l'eau, parce qu'elles étaient abîmées ou trouées ou fendues en dessous. Nos cartables étaient les mêmes d'une année sur l'autre. Enfin, je veux dire que lui avait un rapport à l'argent qui était très particulier, mais je pense pas qu'on en manquait, en fait. Je l'ai su beaucoup plus tard, parce qu'à leur mort, après leur mort, ils avaient laissé une petite somme. Mais en tout cas, nous ne méritions pas de manger à notre faim, nous ne méritions pas d'avoir de l'argent, nous ne méritions pas tout ça, parce que nous ne faisions rien. L'enfant, pour eux en tout cas, l'enfant n'était rien du tout. C'était un petit être à nourrir, c'était en plus, nous n'étions pas désirés. Plusieurs fois, je m'étais enfui. J'avais déjà fait des petites fugues. Et puis, plusieurs fois, je suis revenu parce qu'il fallait que je revienne, parce que j'étais enfant, parce que j'étais jeune, parce que je voulais pas vivre dans le grand monde. Il me faisait peur, le grand monde. Mais ce jour-là, j'ai su que c'était terminé. En fait, comment je l'ai su? Je l'ai su petit à petit, mais l'enfant que j'étais avait grandi. J'étais devenu un petit homme.
Et cet homme commençait à arriver à peu près au menton de mon père. Et cet homme avait des poings aussi. Et ma mère a senti qu'il y avait un danger. J'étais plus l'enfant qui pleurait lorsqu'on le frappait. J'étais devenu un petit homme qui aurait pu rendre les coups. Et donc pour elle, pour sa sécurité à elle, pour la mienne, pour tout le monde, il a fallu que je me suis dit, il faut que je parte. Et c'est vrai que lorsque je me suis donc enfui, elle m'a donné un billet de 100 francs français. Donc c'était de très beaux billets qui étaient un petit peu grands, très colorés, magnifiques. Quand je suis parti, elle savait que je prenais le train. Elle s'en doutait, j'avais pris un sac à dos, et elle m'a retrouvé dans la gare, et c'est là qu'elle a eu ce geste un peu grandiloquent, un peu dramatique, où elle m'a remis ce billet en me disant « Ne le dis pas à ton père ». Et puis avec C'est pour solde de tout compte, donc effectivement, j'avais calculé après, plus tard, parce que je n'avais pas le temps de... Mais ça faisait un certain nombre de pains en ne mangeant que du pain pour tenir quelques mois. Et quand elle me l'a donné, elle avait la posture dans une gare à Lyon, la gare de Perrache. Elle avait la posture de celle de la résistante qui remettait un message secret à un chef de réseau elle avait peur que mon père arrive et voit qu'elle lui donnait de l'argent qui était l'argent du ménage, donc il l'aurait très mal pris. Mais en plus, elle pensait peut-être, en me donnant ce billet, que voilà, que on avait réglé nos comptes et qu'avec ça, je pourrais démarrer dans la vie. J'ai 17 ans, j'ai pas 18 ans, j'ai mon sac, j'ai quelques affaires à l'intérieur. Et je vais où en fait? Quand je suis dehors, je vais où? Je tourne à droite dans la rue ou je tourne à gauche? Donc je sais que je vais prendre le train, mais je vais prendre le train pour aller le plus loin possible. Pour moi, le plus loin possible, c'était Katmandou, c'était Ibiza, c'était tout ce que je voyais dans les films ou ce que j'avais lu ou choses dont on m'avait parlé, les beatniks, les hippies, Jack Kerouac, la route donc. Et puis en fait, je me suis arrêté à Paris et j'ai pas bougé. Et le tout premier soir, c'était sous le Pont Neuf. Il y avait plein de gamins. C'est bizarre parce que maintenant, lorsqu'on y pense, ça fait irréaliste. Il y avait plusieurs dizaines, peut-être centaines, au Vert-Galant, de jeunes qui dormaient là. Je trouvais ça normal. C'est-à-dire que comme moi, j'étais en rupture, que plein de jeunes soient en rupture aussi. C'est-à-dire que ce qui me paraît totalement insensé maintenant, c'est que la police, jamais, aujourd'hui, permettrait que plein de gamins dans des sacs de couchage s'installent là, comme ça, sous un pont, à Paris. C'était le cas. Et le premier soir, je me souviens, donc j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que d'abord je suis petit, parce que d'abord j'espère, parce que d'abord je crois que tout va aller bien. Et puis, ils sont tous là, tous ces gens qui sont autour de moi me donnent le courage de me dire je ne me dis pas encore tu es dans la rue. Je me dis tu t'es enfui. Et tout vaut mieux que cet appartement. Et la première chose que je fais, je me couche tout habillé dans mon duvet, mais pour pas abîmer mon duvet, je mets mes chaussures par terre sur le pavé du Vert-Galant contre mon duvet. Et là, il y a un vieux de la route qui me dit tu sais que si tu les laisses là, demain, elles sont plus là. Et il me conseille de les mettre dans mon duvet et non pas à l'extérieur. Au petit matin, je vois, enfin, je suis réveillé par quelqu'un qui me tripote le poignet
Et j'avais une petite montre, mais de rien du tout, une petite montre ridicule. Mais mon poignet, ma main dépassait de mon duvet et le type qui était en train de me prendre mon poignet recule et ce même vieux routard lui demande de partir de façon extrêmement agressive et je lui dis mais tu sais il voulait savoir l'heure et là il m'a regardé en disant ah ouais d'accord t'en es là toi, il est en train de te voler ta montre. Mais non, il m'a dit je veux voir quelle heure il est. Il m'a dit mais tu l'as cru? Je dis bah oui. Et c'est là où il m'a dit que j'étais pas prêt pour la rue. Et là, j'ai compris que j'allais être dans un monde qui allait être dur et où il n'y aurait pas de gentillesse, où il n'y aurait pas de fraternité, où il n'y aurait pas d'entraide. En tout cas, il y en a sûrement eu, parce que. Mais moi, j'ai pas connu l'entraide, j'ai pas connu la fraternité, j'ai pas connu la gentillesse, j'ai pas connu l'aide. Et je m'apprêtais à connaître, et je la connaîtrais vraiment par cœur, la plus grande solitude que j'ai vécue de ma vie. Je ne pensais pas que la rue était aussi violente, qu'elle était aussi dure et qu'elle était aussi chronophage. C'est-à-dire que les jours passaient sans que je le voie, les heures passaient sans que je les voie. Je n'avais plus de repères, je n'avais plus rien du tout. Je savais plus si on était un lundi, un mardi, si c'était... Si, je voyais si on était le jour, la nuit, mais je n'avais plus mes petits repères d'enfant. Je n'avais plus au lycée, je n'avais plus d'horaire, je n'avais plus rien du tout. Et c'était... il y avait ça, déjà. Où suis-je et comment je vais faire? Et l'autre chose aussi, c'était que je pensais pas que j'allais me dissoudre aussi vite. Je me suis dissous, c'est-à-dire que je suis devenu la rue en fait. Je n'étais pas dans la rue, je suis devenu une partie de la rue. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand je me suis aperçu que quand je m'asseyais quelque part, je devenais ce quelque part. Si c'était un mur de béton gris, je devenais le mur de béton gris. Et c'est ça qui était terrifiant, je crois, et qui reste pour moi terrifiant aujourd'hui, c'est que on est déshumanisé en quelques jours. En quelques jours, vous n'existez plus du tout. On vous regarde plus d'abord. On ne vous parle plus. Et vous confondez avec le trottoir, en fait. Vous devenez un morceau du trottoir qu'on enjambe ou qu'on méprise ou sur lequel un chien peut pisser avec son maître qui dit que j'ai qu'à pas être là. J'avais même plus de colère, j'avais même pas de haine, j'avais rien, je n'avais qu'à pas, voilà. J'avais pris la décision, j'étais parti, je n'avais qu'à pas. Après, quand je fermais mes yeux, je me disais, mais attends, tu peux y retourner, tu peux retourner dans l'antre du monstre, après tout. Et quelque chose au fond de moi disait qu'il valait mieux que je sois le trottoir ici, plutôt que je sois l'enfant battu là-bas. Et donc j'ai continué à m'accrocher. Mais ce qui était dur, c'était ça, c'était l'indifférence des gens. Passer du statut d'être humain au statut de plus rien. Et plus rien, c'est-à-dire que on vous regarde plus, on vous écoute plus, on vous entend plus, et on vous craint. J'avais les cheveux longs, enfin un peu longs, j'avais mon petit sac, j'étais pas propre. Mes vêtements étaient pas très propres parce que je faisais attention, il fallait que j'aille au bain public une fois par semaine. Je gardais une pièce de 1 franc pour ça. Et je lavais mes vêtements avec moi dans la douche. Donc, lorsqu'il faisait beau, il séchait sur moi dehors, mais quand il faisait pas beau, je ressortais avec ces vêtements mouillés. Mais pour moi, c'était la dignité. Il fallait pas que cette dignité-là, la propreté, je la perde. Mais quand même, un garçon qui est mouillé, qui a les vêtements mouillés, qui sont usés maintenant, qui sont sales, etc., mais il fait peur. Et j'ai des souvenirs de maman surtout. C'était pas les papas, c'était les mamans
qui me montraient du doigt en disant à leur enfant, tu vois, si tu travailles mal à l'école, tu seras comme le monsieur qui est là. Mais au moins un doigt me montrait, au moins quelqu'un m'avait vu, au moins j'existais, même de façon extrêmement négative. Et dans le regard de ces enfants, il y avait une sorte de peur, pas seulement peur de ce qui pourrait advenir d'eux, mais de ce qui était advenu de moi. Et comment ça se fait que ce garçon, qui est à peine plus vieux que moi, un peu plus vieux, mais à peine, pourquoi il est dehors? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi est-ce que petit à petit, il a une ceinture en forme de corde autour de son pantalon, enfin qui tient son pantalon, puis il a des cordes aussi dans les passants de ses souliers. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. C'est la rue n'est pas réservée aux enfants qui s'en vont. La rue n'est pas réservée aux pauvres. La rue, elle est... Tout le monde peut tomber dans la rue. Vraiment. J'y avais pas pensé du tout, mais je me suis dit, mais comment tu vas aller aux toilettes? Tu vas aller où? Comment est-ce que tu vas faire? C'est des choses que l'on ne pense pas, qui n'ont aucune importance. Je me sauve, je m'en vais, etc. Mais tout d'un coup, il y a la vraie vie qui arrive. Et on fait comment? On se cache? On peut pas rentrer dans un café. Monsieur, vous n'avez rien à faire là? Dans un café, c'est extrêmement difficile de quémander un verre d'eau. L'époque était dure aussi, donc je pense qu'aujourd'hui, on peut demander un verre d'eau dans un café à Paris sans que ça soit trop difficile, mais peut-être. Mais à l'époque, c'était non, on chassait les vagabonds. On ne s'appelait pas encore les SDF, on ne s'appelait pas encore les clochards, plus les clochards, mais on était entre les deux. On était, enfin moi, je me souviens de gens qui disaient va travailler, feignant. Ils savent pas qui je suis, ils savent pas d'où je viens, ils savent pas ce que je vis, mais va travailler. Et donc, depuis l'enfance, probablement, depuis l'appartement de mon père, c'est pas que j'étais préparé à la rue, mais je savais que ce que je vivais serait pire parce que je n'aurais plus de toit du tout. Mais je savais un peu comment fonctionner. Je savais comment économiser même le pain, et économiser la pensée aussi. Il fallait plus que je pense. Il fallait plus que je réfléchisse. Si je me mettais à réfléchir, j'avais peur. Deux fois, je me suis dit, il faut en finir. Et puis, c'était pas loin. Hein, c'était pas loin du tout. Et puis, je sais pas, il suffit du chant d'un oiseau, il suffit d'un beau nuage. Il suffit de se dire, tiens, le printemps arrive et on change d'avis. C'était la première partie du parcours de Sorge Chalandon. Comment passe-t-on de l'ombre des invisibles à la lumière des rotatives de Libération ou des prix littéraires? C'est ce que Sorge va nous raconter dans la seconde partie de cet entretien. On se retrouve bientôt pour la suite de ce récit.